chers tous, nous sommes aujourd'hui rassemblés, famille, amis, admirateurs de Marie-Monique Robin, pour fêter tous ensemble la reconnaissance officielle qui est conférée à son œuvre et à sa personne par l'octroi de la Légion d'honneur. Et je dois dire que je suis extrêmement fière que ce soit à moi qui ai choisi la responsabilité d'expliquer pourquoi elle en est particulièrement digne. C'est par là que je voudrais commencer, avant de revenir sur les raisons pour lesquelles, lorsque Marie-Monique m'a proposé un soir de décembre de lui remettre cette décoration ici, à Notre-Dame-des-Landes, j'ai tout de suite accepté. Tu m'as raconté, Marie-Monique, combien les lieux et les proches qui ont abrité ton enfance avaient été déterminants pour ton œuvre. Tu as grandi dans la ferme de tes parents, agriculteur engagé et descendant d'une lignée d'amoureux de la terre depuis le XVIIe siècle, où tu as vu s'opérer la rationalisation de l'agriculture traditionnelle au cours de la Révolution verte. Ils t'ont transmis non seulement la passion de la terre, mais aussi celle de l'engagement. Ils étaient membres de la jeunesse agricole catholique. Tu mettras à ton tour ton désir de justice au service de plusieurs causes que tu défendras farouchement. J'ai failli tomber. En 85, à la fin de tes études de journaliste, tu pars au Nicaragua pour soutenir la révolution et tu produis quelques années plus tard un documentaire consacré à Cuba et plus particulièrement à la prévention du sida, sida et révolution. Tu ne cesseras ensuite dans les films et livres que tu as réalisés en étroite association avec ton mari de promouvoir les droits humains fondamentaux et, c'est là que ta personnalité se précise, de dénoncer tous ceux qui font obstacle à leur promotion et leur épanouissement. En 1995, tu présentes Voleur Dieu, la version courte de Voleur d'organes, qui dénonce le vol d'organes sur des enfants en Colombie au profit d'hôpitaux nord-américains et qui reçoit le prix Albert Londres, la distinction la plus haute de la profession. Déjà, dans ce documentaire, se mêlent les traits caractéristiques de ton œuvre. La révolte que t'inspirent les atteintes à l'intégrité des personnes guidées par la soif du profit ou l'idéologie. La rigueur dans la construction de la preuve, sur quoi viendront chaque fois se briser les tentatives de remise en cause de tes démonstrations. La puissance rationnelle et émotionnelle de ta dénonciation des personnes ou des organisations qui contribuent à défaire les équilibres que les communautés humaines ou la nature ont souvent mis des siècles à construire patiemment. En 2003, tu mets ton glaive, car tu as fait tienne la devise d'Albert Londres, porter la plume dans la plaie. Tu mets ton glaive au service de la cause des disparus d'Argentine, en montrant comment des Français ont enseigné à la dictature argentine les techniques de la guerre moderne, non conventionnelle, expérimentées en Algérie. Le film « Escadron de la mort, l'école française » démontre, grâce à l'obtention des témoignages bruts des principaux acteurs de ce drame, comment les militaires argentins ont été formés aux méthodes françaises de la torture et du renseignement et comment les disparitions ont été méthodiquement organisées. Tu prends des risques, tu te fais passer pour une jeune femme d'extrême droite, tu te jettes dans la gueule du loup. Le film provoque en Argentine de procès que l'on n'espérait plus. Les très nombreux articles consacrés à ce film le mettent bien en évidence. Il a joué le rôle d'une véritable catharsis nationale et a été l'instrument, comme l'étaient les pièces de théâtre dans la Grèce antique, d'un retour sur soi, d'une mise à vif de l'abcès et d'une réconciliation nationale. Voici donc un autre trait majeur de ton œuvre, loin de se contenter d'offrir à nos sociétés un reflet plus ou moins fidèle et plus ou moins complaisant d'elle-même. Elle se place au service de l'expression de la vérité, elle vise à mettre au jour ce que l'on ne voulait pas voir, à le mettre sur la table et à permettre ainsi pour tous ceux qui le souhaitent d'alimenter la délibération publique, de conforter l'espace public tel qu'il a commencé à être envisagé au XVIIIe siècle, un espace de publicité où les citoyens bien informés peuvent participer à l'élaboration de la loi et contribuer réellement, quotidiennement, patiemment au tissage, au maintien, au renforcement du lien qui les unit. Tu me l'as dit, tu ne conçois ce métier de journaliste que comme la mise en œuvre permanente d'un idéal, ce que le métier est en soi, ce qu'il devrait être, mais qu'il est en réalité si peu, le quatrième pouvoir. Cet indispensable pouvoir sans lequel les trois autres ne peuvent pas subsister, ne peuvent que dysfonctionner. Une pièce maîtresse, donc, de notre démocratie. Une condition sine qua non de sa permanence. Ta conception du métier est un véritable défi lancé à tous ceux qui, possesseurs d'une carte de presse et ayant embrassé cette profession, mettent celle-ci au service des intérêts particuliers et, ce faisant, contribuent à la défaite de la démocratie. Rien de plus édifiant à ce sujet que tes 3 derniers films,
qui forment à mes yeux une trilogie d'une incroyable force. En 2008, tu réalises Le Monde selon Monsanto, qui sera suivi en 2010 de Notre Poison quotidien, puis en 2012 de Les Moissons du futur. Je parle d'une trilogie parce que les 3 films reviennent de manière obsédante sur les mêmes questions lancinantes qui sont aujourd'hui autant de défis auxquels sont confrontées nos sociétés. Comment éviter la marchandisation complète du monde et la privatisation des droits fondamentaux, tels le droit à l'alimentation ou le droit à cultiver ses terres. Comment s'opposer aux multinationales qui, sous couvert d'efficacité, elles seules seraient en mesure de nourrir les 9 milliards de femmes et d'hommes que comptera notre planète en 2050, sous couvert d'efficacité, imposent leurs méthodes, leurs produits mortifères, leurs semences brevetées aux agriculteurs du monde entier, au nom de l'efficacité, et sont en train de s'approprier le cœur de la vie, l'alimentation, pour en faire le nerf de leur guerre. Je parle d'une trilogie parce que, je ne sais pas si tu l'avais conçu ainsi, les 3 films constituent un ensemble démonstratif très puissant, précisément capable de s'opposer, alors qu'à première vue, on a plutôt l'impression de la lutte de David contre Goliath, à l'armada et à la débauche de moyens dont disposent ces firmes, guidés par le seul souci de court terme, d'augmenter leurs profits et de maximiser les quantités vendues sous prétexte de rendements plus élevés. Dans cette lutte à armes inégales, tu disposes d'atouts de taille. Tu fabriques, ta souplesse. Tu sautes allègrement d'un point à l'autre du globe. Il faut aller vérifier un point en Inde, allons-y. Chercher un document à l'autre bout de l'hémisphère, partons sans tarder. Entendre un témoin éloigné, allons à sa recherche. Ta rigueur, tu fabriques de longues chaînes de raisons à la Descartes, tu n'es pas française pour rien, et aucun maillon ne manque. Ton courage, tu t'attaques à des intérêts extrêmement puissants, mais rien ne t'arrête, alors même que tu sais très bien qu'avec les moyens dont elles disposent, les multinationales dont tu remets les comportements en cause peuvent non seulement s'attacher les services de cohortes d'avocats, mais surtout, et c'est ce que tu montres magnifiquement, s'acheter les études, les experts et les autorités de régulation qu'elles souhaitent. Ton opiniâtreté aussi, qui te pousse à chercher le moindre indice, à vérifier le moindre élément, à rechercher les témoins, tous ceux qui ont été écartés, tous ceux que, comme en Argentine, on a voulu empêcher de parler. Tu redonnes, grâce à ta ténacité, une voix, une visibilité à tous ceux que l'on avait fait taire, parfois en les tuant, comme en Argentine, d'autres fois en les licenciant, en les mettant à mort professionnellement. Tu fais preuve d'une infinie patience, en allant rechercher tous ces témoins bâillonnés, auxquels tu redonnes tout à la fois la parole et leur dignité. En leur donnant le moyen de reprendre la parole, en exerçant vraiment ce beau métier de journaliste, en rendant à celui-ci toutes ses lettres de noblesse, tu permets un double approfondissement démocratique. D'abord, je l'ai dit, en menant une enquête tellement précise, en amenant des informations qui étaient restées tellement cachées, en démontrant de manière tellement impeccable que tu exerces pleinement ce 4e pouvoir et que tu donnes vraiment à l'ensemble des citoyens les moyens de savoir et donc de choisir. Tu les rends réellement, pleinement citoyens. Tu leur rends leurs droits à eux aussi, mutilés qu'ils étaient par des médias qui trop souvent ne songent qu'à remplir de mensonges notre temps de cerveau disponible. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu accomplis une autre prouesse. Tu rends les citoyens à leur tour en état de timidité, c'est-à-dire d'exercer eux-mêmes leur vigilance et de mener l'enquête par eux-mêmes, comme toi. Tu constitues et tu te mets d'ailleurs en scène comme un exemple. C'est ce que j'ai particulièrement admiré dans Le Monde selon Monsanto, toi, derrière ton ordinateur, montrant de la manière la plus simple comment, lorsqu'on veut, on peut. Comment chacun d'entre nous dispose de l'ensemble des moyens pour mener l'enquête. C'est à une véritable entreprise d'éducation, de païdéia, que tu nous as conviés avec Le Monde selon Monsanto. Tu es filmé à ton ordinateur et tu nous dis, nous sommes pareils, vous et moi. Regardez comment je fais, regardez comme c'est facile, regardez comment vous pouvez faire. Je me pose une question, comme vous, et voilà ce que je fais. Je clique, je fais des liens, j'ouvre les documents, je leur pose des questions, je tente de les faire parler. Certes, parfois je me déplace, je vais vérifier. Et cela, tu continueras à le faire pour nous. Mais ton message principal, me semble-t-il, c'est le 4e pouvoir, en réalité le premier, c'est vous. Prenez-le, exercez-le, faites valoir vos droits, soyez des citoyens pleinement engagés, saisissez-vous de tout ce que les moyens modernes de communication vous permettent de faire, rendez vivante notre démocratie. Pourquoi cette trilogie est-elle par ailleurs si puissante, outre le fait qu'elle donne à chacun d'entre nous les moyens et surtout l'envie de devenir un citoyen actif, un citoyen engagé, mais aussi un professionnel engagé? Parce que tu ne t'arrêtes pas à la dénonciation, tu ne te contentes pas de montrer la logique mortifère qui anime souvent
ceux qui disent qu'ils nous veulent du bien. Tu nous montres, tu nous démontres qu'un autre monde est possible, qu'il existe d'autres branches de l'alternative et que de surcroît, ces alternatives, loin de constituer un retour en arrière, une vision étriquée de la condition humaine et du progrès, un rétrécissement de nos aspirations, sont à la fois les plus rationnelles. Oui, on peut nourrir 9 milliards d'habitants sans les faire périr d'ingestion massive de pesticides et d'OGM, mais aussi les plus sensuelles, les plus riches en émotions, les plus désirables, les moins desséchantes, celles qui nous permettent, en satisfaisant nos besoins fondamentaux, dont le premier d'entre eux, se nourrir, de prendre soin de la nature, de nos sociétés et des liens qui les unissent. Son intérêt pour l'agroécologie et pour les méthodes agricoles traditionnelles perçait déjà dans le monde selon Monsanto. On y voyait déjà ces Mexicains et ces Indiens obligés d'abandonner leurs méthodes traditionnelles pour succomber au mirage des propagandistes de la Révolution verte. Les alternatives étaient encore plus présentes dans notre poison quotidien. Il n'est plus question que d'elles dans Les Moissons du futur, film gorgé de sensualité qui s'ouvre sur un magnifique champ de maïs doré, sous les feuilles desquelles se déploient de larges plantes conservant l'humidité et une énorme citrouille rebondie dont la coexistence tranquille a pour nom la milpa. Tu nous montres pourquoi cela vaut le coup que nous nous battions pour ce monde, qui n'est ni complètement le monde ancien, même s'il renoue avec ce que les traditions avaient de meilleur, ni le monde moderne, même s'il en garde aussi le meilleur. Ce que tu nous proposes dans cette réflexion très philosophique sur ce que nos manières d'organiser notre alimentation révèlent de nos rapports à la nature, c'est une voie qui prendrait pleinement en considération la nécessité de nourrir une population de plus en plus nombreuse, tout en ayant renoncé à ce que nos méthodes modernes ont d'excessif. Tu nous proposes un autre modèle qui vise à concilier qualité et quantité et qui renoue à la fois avec les intuitions d'un Aldo Léopold qui écrivait dans son almanach d'un Comté des Sables « Le kilo, le quintal et la tonne ne sont pas l'unique mesure de la valeur nutritive des récoltes. Les produits issus d'un sol fertile peuvent être supérieurs d'un point de vue qualitatif aussi bien que quantitatif. » Et plus récemment avec les démonstrations d'un Jean Gadret qui, dans Adieu à la croissance, nous enjoint de substituer à la poursuite effrénée et exclusive de gains de productivité, qui contribuent largement, nous le savons, à la destruction du sens du travail, la recherche raisonnée de gains de qualité et de durabilité. Un autre modèle, un changement de civilisation, une bifurcation, voilà ce dont ces auteurs, mais aussi toi, moi, nous tous réunis ici, souhaitons l'avènement et connaissons l'urgence. Et c'est bien pour cela que nous sommes réunis ici. Soyons clairs, en venant ici, nous ne souhaitions en aucune manière provoquer ou narguer, bien au contraire. Nous souhaitions consacrer à ce lieu, aux événements qui s'y sont déroulés, aux aspirations contradictoires qui s'y sont exprimées, la réflexion qui convient. Nous souhaitions profiter de la pause qui a été accordée par les récents rapports publics pour tenter de comprendre la signification de ces conflits et pour leur conférer le sens qui convient. Nous sommes persuadés qu'il s'agit d'un moment et d'un lieu hautement symbolique, lourd de signification. Il s'agit peut-être d'un point central de l'histoire de notre pays, et qui sait, dans celle du monde. Un point dans le temps et dans l'espace d'où pourrait s'organiser, ou s'organise peut-être déjà en ce moment, sous nos yeux, avec nous, grâce à vous, la bifurcation tranquille que nous appelons de nos voeux. Cette bifurcation dont nous savons que si elle ne commence pas ici et maintenant, il sera trop tard, comme lorsqu'il s'agit de modifier la trajectoire d'un grand cargo très lourd dont on doit organiser les mouvements et les réactions à l'avance. Si nous sommes ici aujourd'hui, tous calmement rassemblés, c'est parce que nous pensons que nous devons sortir du raisonnement séquentiel dans lequel nos sociétés sont restées enfermées. Les pays occidentaux, et particulièrement certains pays européens, dont la France, sont confrontés à une crise économique et sociale d'une extrême gravité. Et pour sortir de cette crise, les prières montent vers le ciel. Donnez-nous, s'il vous plaît, encore une fois, quelques points de croissance. Et ensuite, c'est promis, nous accorderons l'importance qui convient à la crise écologique dont nous percevons bien l'extension, mais qui ne pourra être résolue qu'après. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, par notre présence, c'est que c'est peut-être ici et maintenant que nous avons la possibilité, l'occasion, les Grecs disaient le kairos, le moment à saisir, le bon moment, d'engager le grand rebroussement dialectique qui nous permettra de résoudre à la fois la crise économique et sociale et la crise écologique,
qui nous donnera la possibilité d'arrêter de remettre tous les jours au lendemain ce que l'on peut faire le jour même, qui nous autorisera à sortir de cette cage d'airain de la consommation et de la production dont le grand sociologue Max Weber avait compris la logique dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Ce qu'ont refusé ici des collectifs très différents, collectifs d'élus, de paysans, de pilotes, d'avocats, d'habitants, c'est le caractère excessif, disproportionné, pervers de la logique qui s'est développée depuis le XVIIIe siècle dans le monde occidental et de la maximisation du profit, le critère de réussite d'une société. Ce que soutiennent les collectifs opposés à une certaine conception du développement économique, celle-là même qui conduit à la financiarisation du monde et à ses désastres, c'est qu'il faut retrouver le sens de la mesure, de la limite, de la proportionnalité des moyens aux fins poursuivies. Mais aussi qu'il est grand temps aujourd'hui, même si d'autres pays semblent emporter dans la folie du développement à tout prix, ce pseudo-développement qui met en coupe réglée la nature, les humains et tout ce à quoi nous tenons, de faire une pause et de considérer les menaces qui s'accumulent, de prendre au sérieux les rapports du GIEC, les travaux des scientifiques qui crient dans le désert, les articles de plus en plus inquiétants des chercheurs. Je pense à un article publié par la très sérieuse revue Nature en juin dernier par 22 scientifiques qui écrivent que nous sommes en train de franchir des seuils critiques et que désormais les humains dominent la Terre et la modifient selon des modalités qui menacent sa capacité à nous supporter. Les avis de la commission Stiglitz, qui, dans la suite des critiques développées par l'École française des nouveaux indicateurs de richesse dans les années 90, a reconnu officiellement que le PIB était un indicateur pervers qui nous menait dans le mur et que nous devions d'urgence changer d'indicateur et de boussole. Quand tirerons-nous toutes les conséquences de ces rapports et des signaux de plus en plus nombreux qu'envoient tous ces lanceurs d'alerte? Quand serons-nous capables d'opérer la véritable conversion qui convient à notre temps, de redéfinir le progrès, de changer d'indicateur et de mettre au cœur de nos efforts et de nos représentations ce qui compte vraiment, ce à quoi nous tenons le plus? Quand serons-nous capables, comme l'écrivait Bertrand de Jouvenel dès 1957, dans des textes d'une incroyable actualité, de devenir les jardiniers de la Terre? En nous arrêtant ici aujourd'hui si nombreux, après les chaînes humaines et les appels à un changement de modèle de tant d'autres citoyens, nous tentons à notre modeste niveau de contribuer à l'engagement de notre pays dans la grande bifurcation. Et si nous le faisons seuls, si nous faisons les premiers, c'est peut-être que nous aurons été capables, une nouvelle fois, de montrer l'exemple au reste du monde, de mettre en évidence que l'on peut prévenir l'avènement des catastrophes et que la raison peut triompher. Non pas la raison calculante et desséchante, dont Horkheimer et Adorno avaient montré l'extension et la contribution à l'avènement de la barbarie, mais la raison sensible, cette raison qui n'envisage pas l'homme comme transcendant la nature, mais comme faisant partie d'elle, cette raison incarnée, vivante, joyeuse, cette raison, chère Marie-Monique, dont tes films et tes livres font l'apologie. Cette raison dont les philosophes des Lumières avaient fait leur emblème et que tu contribues à défendre comme le mot d'ordre de l'époque, de leur époque, sapere aude, ose savoir. Pour tout cela, chère Marie-Monique, nous voulons te remercier.